L'information en toute objectivité, sans passion, avec respect de l'éthique et de la déontologie. C'est avec les experts de la maison dans Comprendre l'actualité. Comprendre l'actualité, c'est le rendez-vous quotidien avec notre rédaction, du lundi au vendredi sur Sabari FM 97.3. Comprendre l'actualité, toujours en direct sur Sabari FM, à partir de 16h. Comprendre l'actualité, les autres viennent après nous. Politique, société, économie, culture et sport. Toutes les questions y sont débattues avec sérieux. Comprendre l'actualité, fini vos interrogations. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans Comprendre l'actualité, tribune de débat qui vous parvient tous les jours du lundi au vendredi quand il est 16h sur Sabari FM. Vous nous suivez sur tout le littoral guinéen, mais aussi à Kindia, Kankan et Sigiri. C'est à Zérékouré, c'est à travers notre relais Pacifique, nos confrères de Pacifique FM qui reprennent cette émission. Pour ce soir du 17 octobre 2018, mesdames et messieurs, nous avons deux sujets à débattre. Le premier, c'est cette énième rencontre entre le syndicat libre des enseignants de Guinée, le SLEG, le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, le SLEG, qui a encore pour une énième fois rencontré le gouvernement pour la poursuite de ces négociations. Alors, nous allons dans un court instant joindre M. Mohamed Bangoura, qui est le chargé de communication du SLEG, pour d'amples informations. En deuxième position dans cette émission, nous allons recevoir, nous l'avons déjà dans ce studio, M. Doukouré Ibrahim. Il est le président du mouvement citoyen pour la République, en abrégé MCR. Il est déjà dans nos murs. Alors, il va nous dire qu'est-ce que ce mouvement est en train de faire pour désamorcer, disons, la crise aujourd'hui qui affecte, je dirais dangereusement, non seulement la société guinéenne. Je veux parler de ces mouvements syndicaux, également la situation politique et institutionnelle qui, en tout cas, ma foi, ne va pas très bien dans notre pays aujourd'hui. Et pour côté animation de cette émission, j'ai à mes côtés M. Boura Bangoura. Boura, bonsoir. Bonsoir, M. Diallo. Bonsoir à Boubacar Condé. Bonsoir, M. Makissa. Bonsoir à tous les auditeurs. Alors, M. Doukouré, bonsoir. Bonsoir, M. Makissa, et merci de m'avoir invité. Merci. Côté technique, nous avons Fatmata Kamara, et pour le cadrage, Fodé Fatoya Kamara et Mohamed Lamine Sissi. Dans un court instant, donc, nous allons entamer les vrais sujets inscrits à l'ordre du jour de cette émission. Mais, chers confrères, vous et moi, nous avons appris aujourd'hui le lancement d'un nouveau parti sur l'échiquier politique guinéen par l'ancien ministre de la Sécurité, M. Abdul Kabele Kamara. Alors, Abouakar Condé, Oscar, qu'est-ce que vous pensez de l'arrivée de ce monsieur? Est-ce que c'est une surprise pour vous? Ce n'est pas une surprise, l'arrivée de Kabele dans l'échiquier politique, sur le terrain politique, ou bien, si vous voulez, dans le marigot politique en République de Guinée, parce qu'il y a eu des indiscrétions vis-à-vis les motifs de son limogeage au poste de ministre du gouvernement. Vous voulez dire c'est parce qu'il avait des ambitions politiques? Absolument, il n'était pas le seul. Vous vous souvenez très bien, on le dit dans notre jargon, que le Guinéen est très rapide à faire des révélations, mais quand vous fouillez en profondeur, vous trouverez que ce qui a été dit comme rumeur s'avère souvent vrai. Donc, et certains ont eu le courage en tout cas de dire, et si toutefois le professeur Alpha Condé a eu le courage de le limoger sans pourtant déterminer les motifs de son limogeage, parce que vous vous souvenez, il a eu à occuper aussi des postes purement stratégiques. Quand vous prenez ministre délégué au niveau de la défense, vous voyez ce que ça donnait. C'était l'un des bras droits du professeur Alpha Condé, donc du ministère de la Défense. Il était revenu, il a été aussi promu au poste de ministre de la Protection civile. Donc à ce niveau, il y a eu beaucoup de malentendus entre Kabele et le président de la République, et tout reste à comprendre que il peut avoir, le professeur Alpha Condé, on le connaît,
Et c'est un président qui n'a jamais sanctionné un ministre en poste parce qu'il a été avéré pour des faits de détournement ou autre là. Mais la seule chose qu'il n'a jamais pardonné à ses cadres, à ses commis de l'État, c'est quand il y a une ambition politique derrière. Là, il n'a jamais toléré cela. On a connu d'autres exemples. Absolument, on a connu le cas de M. Siaka Bari, et qui avait un mouvement, même si c'était juste un mouvement dans la cité, mais derrière le mouvement, il avait une intention politique, et cela s'avère aujourd'hui que M. Siaka Bari a révélé sur tout le monde qu'il sera candidat en 2020. Donc, le cas de Kabele également vient s'aligner, vient encore compléter cette liste des cadres, des ministres qui sont dans le gouvernement mais qui ont des intentions des intentions politiques. Donc le cas de Kabele franchement s'avère vrai, mais ce qu'il faut ajouter, le parti qui vient de prendre, on apprend, parce que déjà on a eu à avoir... c'est un parti qui existait déjà. C'est un parti qui existait. C'est un parti agréé. Un parti agréé, pas un parti qui existait. Depuis 1992. Absolument, parce que déjà, on a l'information depuis maintenant belle lurette, le ministère de l'administration du territoire ne délivre plus des agréments pour des partis politiques. Donc déjà, les cadres qui quittent du gouvernement et les nouveaux visages qui viennent dans le paysage politique, s'ils ont des moyens, ils achètent, on peut me dire comme ça, ils achètent ou bien ils récupèrent des partis politiques. Donc c'est ce que Kabele avait fait. Qui était là en veilleuse. Oui, en veilleuse. C'est ce qu'il a fait, parce que déjà, il n'avait aucune chance de fournir des documents pour avoir un agrément et avoir un nouveau parti. Mais donc c'était pas possible. Qu'on est plus loin, à travers sa sortie, parce qu'il a dit des choses un peu caustiques. C'est comme s'il s'est montré opposé à la gouvernance actuelle. Mais ça, ce n'est pas une nouveauté. Quand on crée un parti politique, d'abord, tout le monde croyant... C'est l'argument qu'on pose. Non, moi, celui-là... Kabele ne peut pas critiquer aujourd'hui le gouvernement, la gouvernance du professeur Alpha Condé. Parce que déjà, quand on comptabilise, on calcule à quel moment lui il est sorti du gouvernement. Pourtant, il s'est blanchi. Il s'est blanchi. Il dit qu'il est de blanchi. Mais attention, il y a des dossiers. Ni de près, ni de loin. Il y a des dossiers où il est éclaboussé jusqu'à présent encore. Il y a des suspicions autour de ces dossiers de passeport au niveau du ministère de l'Intérieur, ministère de l'administration du territoire. Et là-bas, ce n'est pas encore clair. Donc, mais nous continuons toujours à essayer de fouiller. Souvenez-vous, il a invité en tout cas les journalistes à venir dans un hôtel pour au moins qu'ils puissent faire sa déclaration. Mais après, tous ceux qui ont demandé à ce qu'il accorde des interviews ou qui viennent dans le sud, comme nous, l'émission Comprendre l'actualité, on a essayé s'il pouvait au moins accorder une interview aujourd'hui pour que tout ce qu'il avait dit pendant sa communication... Il semblerait même qu'il s'est envolé aujourd'hui. Après juste sa communication, hein, il a laissé comprendre qu'il prend son vol et partir. Donc, il n'a pas pratiquement le temps de discuter un peu et qu'est-ce qu'il compte faire. Est-ce que après la création de son parti, il va rejoindre la mouvance présidentielle ou bien il sera dans l'opposition? Là, il n'a pas été clair là-dessus. La seule chose, c'est ce que vous venez de relever, c'est qu'il a eu critique, en tout cas, un œil critique sur la gouvernance du professeur Alpha Condé. Et lui, il ne peut pas franchement se désolidariser maintenant parce que déjà, il était dedans. Donc, on ne sait pas, ça n'a pas été clarifié pourquoi il était limogé pendant que tout le monde pensait qu'il était très d'accord avec le président de la République. Quand même pensait qu'il était l'un des bras droits, l'un des confidents même du professeur Alpha Condé. Mais malheureusement, comme le dit quelqu'un, tous ceux qui ont des intentions politiques, le professeur Alpha Condé ne tolère pas ça. Toujours un alibi. Hein. Absolument. Ouais, d'accord. Boura Bangoura, par rapport à l'arrivée de... Est-ce que vous pensez que Maître Abdou Kabele Camara a constaté un vide sur le littoral guinéen, parce que quand on prend, disons, la Basse-Côte, presque tous les partis qui existaient, je veux parler du LCC, je veux parler du parti de l'actuel Premier ministre, M. Ibrahima Kassouri Fofana, ils ont tous fondu leur parti dans... Donc, il vient combler ce vide-là, vous le pensez? Je ne pense pas du tout. Je pense plutôt que une fois qu'on a goûté au pouvoir en Guinée, on n'a plus envie de le quitter. Voilà. Ça a été le cas
cas, c'est le cas sur Kabele, ça a été aussi le cas sur l'ex-ministre de la communication, celui qui faisait le guéli pour Alpha Condé à un moment donné ici. Monsieur Makanera, et qui se retrouve aujourd'hui dans l'opposition. Donc que ça ne nous étonne pas aussi si Kabele est un ex-ministre de Alpha Condé. Et il semblerait même qu'il y a beaucoup d'autres encore qui veulent créer leur parti politique. C'est ce que j'ai dit. Quand on a goûté au pouvoir, c'est difficile. Il faut pas créer, il faut récupérer des partis. Il faut récupérer des partis. Bon. Oui. Mais c'est que on ne comprend pas, à 2 ans des élections présidentielles en Guinée, que des ministres ou des ex-ministres se mettent à créer des partis politiques. Je me demande, c'est pour convaincre qui? C'est pour convaincre quel électorat, au fait, c'est quand même une bonne question. Parce que c'est en 2 ans, on ne peut pas dire qu'on peut faire des choses qui amènent assez de personnes à voter pour vous. C'est pas possible. On a vu aujourd'hui l'opérateur économique Diallo Sadakadji assis à côté de lui quand il faisait, disons, son discours. Oui, mais Diallo Sadakadji, il fait partie... un partenaire. Voilà, c'est un partenaire, mais Diallo Sadakadji ne fait pas la Guinée tout entière. Oui. Diallo Sadakadji n'est que juste un individu parmi... Peut-être un simple invité, vous pensez? On n'en sait pas trop. Voilà. Mais ce qui est sûr, il est partant pour la création de ce parti. Mais Maître Abdoul Kabele Camara vient à un moment où on peut dire un peu tardive pour se lancer dans... Mais il n'est jamais trop tard pour créer son parti. Il n'est jamais trop tard, mais la création d'un parti politique, c'est aspirer bien sûr au pouvoir, c'est gagner bien sûr les élections qui se présentent naturellement. Bien, mais après combien d'années de gestion dans ce gouvernement qui est vers l'agonie maintenant, et on crée un autre parti c'est pour donner quoi à la population guinéenne? C'est là il faut se poser la question. Ou bien c'est pour rendre ce qu'on a pris au peuple déjà. Je ne sais pas, mais si l'ex-ministre de la Sécurité s'est déjà blanchi, on n'en sait pas. Mais bon, le problème, on peut se blanchir en Guinée comme on le veut parce que les audits n'ont jamais abouti ici. Donc, Maître Abdoul, difficile pour lui, difficile pour nous journalistes d'ailleurs de le démentir, parce que si toutefois les preuves ou bien les résultats des audits étaient rendus publics en Guinée, je pense que Maître Abdoul Camara aurait moins à dire sur son blanchissement aujourd'hui, parce que nous savons tous comment ce pays est géré un peu, donc je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain trop, mais ce qui est sûr, la création de ce parti vient un peu tardive, M. Macky Sall. D'accord, on va écouter notre invité parcours, M. Doukouré Ibrahim. Il va aussi se prononcer sur, disons, cette actualité aujourd'hui, la création, en tout cas l'arrivée de Maître Abdoul Kabele Camara sur l'échiquier politique. Est-ce que vous pensez que l'échiquier politique guinéen est en train de connaître une certaine reconfiguration, ou bien qu'est-ce qui se passe réellement? Qu'est-ce que ça vous a fait quand vous avez appris cela? Parce que beaucoup ne s'attendaient pas quand même. Justement, je voudrais d'abord saluer tous vos invités. Oui. Je salue aussi les auditeurs qui nous pratiquent en ce moment. Oui, allez-y. Justement sur le sujet de Maître Kabele, ou la création de son parti, oui. J'ai suivi son discours en intégralité. Tout d'abord, nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous pensons que Maître Kabele, c'est un citoyen comme vous, comme nous tous. Il est libre quand même. Il est libre de créer son parti comme tous les autres Guinéens. Alors moi je ne trouve pas cela comme un débat et qui pourrait nous amener à faire un procès à Maître Kabele pour le moment. Oui. Et ce que nous prétendons à reprocher à Maître Kabele en tant qu'ancien ministre du président Alpha Condé, c'est que on peut l'accuser d'être responsable d'un détournement, comme on l'a dit tout à l'heure, mais je vais vous dire que même le président de la République est dans l'impunité, puisqu'il y a une institution très cruciale qui doit juger ses ministres et même lui en personne. Cette institution, c'est quoi? C'est la Haute Cour de justice. Oui. Et jusqu'à présent, il n'a pas créé. Justement, et jusqu'à présent, il n'a pas créé. Cette institution n'existe pas. Mais ça veut dire que même le président de la République n'a pas l'instrument juridique pour juger ses propres ministres. Oui. Donc, ce qui veut dire que tout ministre peut voler et puis après avoir débarqué le gouvernement, sont libres de créer leur parti. Oui. Parce que nous sommes dans l'impunité. Oui. C'est ce que nous condamnons. Il faudrait réellement que cette corruption soit combattue dans toute sa profondeur, à commencer par les ministres, aux directeurs nationaux, aux DAF, toute l'administration publique, puisque il est important
que les gens avec lesquels on confie la gestion de la chose publique soient dotés d'une vertu morale, soient dotés d'une capacité intellectuelle pour remettre au centre l'intérêt de la nation. C'est ce que nous nous demandons. Et le constat amer que nous faisons aujourd'hui, de ce qui est politique, c'est vrai, à chaque jour on enregistre de la création des nouveaux partis, mais la vérité reste, le constat reste à dire que ce échiquier politique est très pollué. Ce paysage politique est pollué parce que les partis sont créés sur des bases communautaristes, identitaires. Oui, voilà, c'est quand même une réalité. La conviction n'y existe pas. Donc voilà un peu. Laissez-moi passer ceci rapidement. Est-ce que ça, sans la création peut-être de l'instrument qui permettra peut-être à l'administration ou bien au gouvernement ou bien au peuple de Guinée de juger ses anciens cadres, ses anciens commis, à part de cela, il n'y a pas d'autre moyen au moins pour contrecarrer ces gens qui bradent peut-être les deniers publics et pour pouvoir créer des trucs. Il n'y a pas d'autre moyen pour les contrecarrer en tant que membre de la société civile. Oui, mon cher frère, le seul moyen et qu'on ne peut pas éviter, c'est de créer cette institution qui est la seule habilité de juger ces commis de l'État, notamment les ministres et même le président de la République. Voilà. C'est ça la vérité. Donc c'est on a l'habitude de faire son nom sur un certain nombre de questions, on a l'habitude de chercher des moyens d'arrangement. Et nous sommes victimes de ça aujourd'hui. On ne peut pas créer, il n'y a pas d'autre moyen le plus efficace pour juger ces ministres, le président, si ce n'est pas cette haute cour de justice. Alors, nous allons directement enchaîner avec le deuxième sujet inscrit à l'ordre du jour de ce débat du mardi 17 octobre 2018. Je vais parler bien sûr de cette grève qui est déclenchée par le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée depuis le 3 octobre dernier. L'école guinéenne, je ne dis pas totalement paralysée, mais de toutes les façons, elle chancelle. Ça ne fonctionne pas comme les gens le souhaitent. Même aujourd'hui, ne serait-ce que du côté de Kipé, nous avons vu des élèves descendre dans la rue qui décriaient d'ailleurs le niveau des enseignants qui leur sont, en tout cas, parachutés dans les classes, des enseignants qu'on appelle des contractuels. Donc, nous allons, dans un court instant, rejoindre Mohamed Bangoura, qui est le chargé de communication du SLEG. Il va nous donner les détails de ce qui est à filtrer aujourd'hui au cours de la rencontre SLEG gouvernement. En attendant, la nouveauté est que... le chargé de communication du SLEG, il faut essayer de comprendre que la situation des écoles ne se résume pas uniquement de ce qui s'est passé, l'incident qui s'est passé au niveau de Kipé. Par contre, dans les établissements privés et publics de la haute banlieue, nous avons observé aujourd'hui que franchement les quelques enseignants étaient très mobilisés aujourd'hui, tandis que les élèves également étaient très mobilisés aujourd'hui à aller dans les salles de classe. Donc, contrairement à ce qui s'est passé, l'incident qui s'est passé du côté de Kipé. Vous avez pensé que ça c'est un incident isolé Un incident isolé, je ne sais pas, parce que déjà, il y a des établissements, nous avons écouté des communications des parts de toutes, parce que déjà, nous suivons la cellule de communication du SLEG également, qui font des communications. Donc, ça veut dire tout simplement que l'État, le gouvernement et certains cadres... Condé, je vais te retirer la parole. Nous allons accueillir M. Bangoura. Il est le chargé de communication du SLEG. Alors, M. Bangoura, bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir à votre studio, bonsoir à la grande population de Conakry. Et félicitations et encouragements des enseignantes et enseignants de Guinée. D'accord. Aujourd'hui, le SLEG, le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, a encore pour une énième fois rencontré, la délégation gouvernementale pour discuter sur votre plateforme revendicative. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui a filtré de cette rencontre? Qu'est-ce que vous avez obtenu? Ou bien vous n'avez rien obtenu, M. Bangoura? Bien, il faut retenir que la montagne a accouché d'une souris. La partie gouvernementale qui avait à sa tête les deux conseillers du Premier ministre sont restés mordicus dans l'esprit du Premier ministre de ne pas vouloir accéder à la plateforme revendicative déposée par le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée.
Et du coup, la rencontre n'a duré que peut-être 2 heures de temps. Et les deux parties se sont retirées sans pour autant avoir un compromis. Alors, donc pour nous, la grève reste et demeure maintenue jusqu'à la satisfaction totale de notre revendication. D'accord, vous parlez des conseillers du Premier ministre. Alors, leur argumentaire tournait autour de quoi? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit concrètement? Ils nous font parler, ils nous ont fait entendre que la Guinée est en contact avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale avec des arguments à vouloir prendre du revers de la main la plateforme revendicative du SLEC. Et chose que nous n'avons pas appréciée dans la mesure où nous savons que dès après les indépendances, la Guinée ne disait que d'une seule société minière, la CBG, qui nous a permis d'avoir des unités de fabrication de denrées alimentaires. Donc, ça pèsentit sur le FMI ou la Banque mondiale est pour nous ici un alibi quand on sait que le FMI et la Banque mondiale appartiennent à un groupe d'impérialistes qui ne cherchent qu'à aller à la recherche du profil. Donc, se cacher derrière le FMI ou la Banque mondiale n'est pas pour nous un argument satisfaisant quand on sait que la République de Guinée regorge d'énormes potentialités pour pouvoir ici satisfaire à la revendication de l'ensemble des fonctionnaires de la République de Guinée. Monsieur Mohamed, moi, ce que j'aimerais vous poser comme question, quel est le niveau de suivi aujourd'hui du mot d'ordre de grève lancé par votre syndicat, votre mouvement, parce que déjà à l'entame, ça fait maintenant plus de 3 semaines. Est-ce que c'est le même rythme ou bien aujourd'hui il y a aussi un délaissement total ou bien partiel de côté de... Est-ce que vous ne vous sentez pas trahi par vos collègues enseignants? Mais nous sentons trahis. Pourquoi? Malgré ces vidéos montages de la RTG, malgré la présence de ces jeunes vacataires qui, de passage ici, constituent une bombe dans les années à venir pour le système éducatif, parce que recruter des vacataires et les faire croire qu'ils sont des contractuels pendant qu'ils n'ont aucun arrêté conjoint signé du ministère de la fonction publique, du ministère de l'éducation nationale ou encore du ministère du budget pour une prise en charge salariale. Donc ça n'a aucun effet négatif pour nous, dans la mesure où aujourd'hui, autour de la table des négociations, nous avons demandé à la partie gouvernementale de se rendre dans les locaux du lycée 2 octobre, qui est juste en face du ministère en charge de l'éducation nationale, pour se rendre dans les résidences. Donc, malgré ici ces montages, malgré que certains chefs d'établissement de Kalou se promènent avec des biscuits et des bonbons dans les quartiers pour rassembler des groupes d'enfants dans les salles de classe et puis faire appel à la RTG, cela n'a affecté en aucun moment ici la grève déclenchée par le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée. La preuve en est que quand vous prenez l'intérieur du pays, tout l'intérieur du pays est paralysé. Seul à Conakry, où ce sont des établissements privés qui fonctionnent. Et ce sont ces images de ces établissements privés que la RTG fait passer à chaque fois qu'elle doit parler de la rentrée des classes. Alors, revenons aux négociations d'aujourd'hui. Vous avez dit que les conseillers du Premier ministre se sont référés, disons, aux accords que le gouvernement a avec les institutions de Bretton Woods. Alors, concrètement, à la fin de leur, disons, de leurs propos, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Donc, impossible, on ne peut pas payer. Bien, à la fin de leur propos, ils nous ont demandé une trêve qui suspende le mot d'ordre de grève afin que nous puissions continuer les négociations. Et nous, de notre côté, nous leur avons fait savoir que lorsque ils ont parlé aussi de l'autorité de l'État, nous avons compris en eux une sorte de menace. Nous leur avons fait comprendre que la Guinée est le premier pays africain à avoir ratifié 90% des conventions de l'OIT. Donc, à ce stade, nous nous sentons protégés. Quand tu veux restaurer l'autorité de l'État, d'abord respecte et faire respecter la loi. Donc les menaces ici de gel de salaire, de licenciement, etc. Lorsque vous prenez la loi X028, qui est le statut général des fonctionnaires, auquel aliénat
que ce statut général des fonctionnaires ne stipule le licenciement ou le gel d'un salaire du salaire d'un fonctionnaire en grève. Donc pour nous, c'est une intimidation, c'est une menace et la loi aussi nous donne le droit de porter plainte en cas de menace contre un fonctionnaire gréviste. Donc c'est ce que nous leur avons fait entendre, nous les avons dit de se référer au texte de la République avant de dire quoi que ce soit. Et nous leur avons fait comprendre qu'il n'est pas question de suspendre le mot d'ordre de grève dans la mesure où eux-mêmes ils sont en train de préparer une bombe dans le système éducatif guinéen à travers le recrutement de jeunes enseignants inexpérimentés qu'il faut appeler contractuels. Or, en réalité, ce sont des vacataires parce qu'ils ne possèdent aucun numéro matriculant pouvant les permettre d'avoir à chaque fin de mois un minimum vital pour pouvoir subvenir à leurs petits besoins. D'accord. Donc voilà sur quoi nous nous sommes séparés. À quand la prochaine rencontre? Ou bien vous n'en avez pas parlé? Le secrétaire général du travail nous a demandé de rester à l'écoute parce que la partie gouvernementale doit aussi se référer auprès de leur mandat pour voir ce qu'il y a lieu de faire. Mais une chose reste claire, la grève est largement suivie à plus de 95%. D'accord. Est-ce que vous ne pensez pas que le gouvernement est en train d'enterrer votre grève là comme il l'a fait avec bien sûr les acteurs de la société civile? Nous ne sommes pas un syndicat qui manifeste dans la rue, qui procède à des marches pacifiques où les forces de défense et de sécurité utilisent des bombes lacrymogènes contre eux. Nous demandons aux enseignants de rester chez eux à la maison et qu'aucun enseignant ne doit se retrouver dans la rue pour manifester. Si ils avaient pu, comment dirais-je, étouffer la grève, vous aurez pu comprendre que même du côté des Sigiri, des Cancans, de la forêt, de la moyenne Guinée, le mot d'ordre de grève ne serait pas suivi malgré ces menaces et ces intimidations de ces chefs d'État qui de façon très maladroite acceptent de faire entrer des personnes inexpérimentées, aller intoxiquer les nouveaux entrants au collège et au lycée. Je vais parler des enfants admis au CEP pour la 7e année, les enfants admis au BEPC, ce sont eux que vous voyez sillonner dans les établissements parce qu'ils ont la curiosité de découvrir ce que c'est que le collège ou le lycée. À part ça, la grève, elle est largement suivie à 95% et rien ne pourra nous empêcher. Nous ne réclamons pas un héritage, nous ne demandons pas la fortune de quelqu'un, mais nous demandons à ce que nous soyons payés en fonction ici des ressources du sol et du sous-sol de notre République et non un bien personnel de quelqu'un. Donc c'est pourquoi nous ne sommes pas ébranlés, nous sommes sereins et imperturbables. Nous allons continuer le mot d'ordre de grève et conformément à D'accord, M. Bangoura, une autre question. Que répondez-vous, M. Bangoura? La dernière sortie du PM, du Premier ministre, a été très catégorique. Et je crois qu'il a été très catégorique. Il disait que ni en 2018, en 2019, le moins, même en 2020, qu'il n'y aura pas une augmentation de salaire au niveau du secteur éducatif. Que répondez-vous à toute cette déclaration, cette communication? Vous aurez pu comprendre mes propos quand je disais que nous ne demandons pas à une personne de nous payer, nous demandons à l'État. Nous avons une république, nous sommes dans un état de droit où il y a un chef de l'État. Notre prière s'adresse au professeur président Alpha Condé de jeter un regard critique sur les conditions de vie et de travail de l'ensemble des travailleurs du système éducatif. Nous, quelles que soient les menaces, quelles que soient les interventions, nous sommes dans l'esprit de la Constitution et dans l'esprit du protocole d'accord qui a été signé par le gouvernement de Mamadi Youla, de l'ex-premier ministre Mamadi Youla le 13 mars 2018. Nous allons résister face à la menace, face à l'intimidation jusqu'à ce que satisfaction sera faite. Si nous devons rester à la maison jusqu'à l'année 2020, nous sommes prêts à accepter
d'attendre. Mais là, monsieur Bangoura, monsieur Bangoura, là, si vous tenez de tels propos, c'est que vous êtes prêt à sacrifier aussi, disons, l'avenir de toute une génération, ou des générations. Si aussi on tient de tels propos de dire qu'il n'y aura pas d'augmentation en 2018, en 2019, en 2020, et qu'on recrute des personnes inexpérimentées. Aujourd'hui, au lycée avec Sékou Touré dans la commune de Matoto, où un vacataire devant moi a osé dire aux élèves le chevaux et un autre qui dit le panthère. D'accord. Donc si on parle de sacrifice des générations, ce n'est pas nous enseignants qui sacrifions ces enfants, mais c'est plutôt le gouvernement qui sacrifie ces enfants en envoyant dans des salles de classe des personnes inexpérimentées. Moi, je crois que cette question doit s'adresser au gouvernement qui a fait exprès d'envoyer dans ces établissements des personnes dépourvues de toute expérience pédagogique. D'accord. Merci, M. Bangoura, d'être intervenu sur Sabari FM. C'est moi qui vous remercie. À l'instant, vous venez d'écouter le chargé de communication du SLEG. Oui. Je pense que la structure reste toujours droite dans ses bottes. Oui. Il ne pense pas vraiment reculer d'un iota. Mais est-ce que vous pensez aujourd'hui que c'est la meilleure façon? Est-ce que la donne elle est bonne? Nous allons écouter d'abord M. Doucouré, notre invité parcours, qui est le président du mouvement citoyen pour la République. Oui, nous venons d'entendre M. Bangoura, le porte-parole du SLEG. Et je crois que c'est une lutte noble. Et c'est une lutte noble, pourquoi? Parce que cette corporation, je veux parler des enseignants, souffre beaucoup et travaille dans les conditions extrêmement difficiles. Monsieur Doucouré, je pense que tous les fonctionnaires guinéens souffrent de la même façon. Hein. Justement, mais le cas des enseignants, je crois que c'est un cas spécifique. N'est-ce pas? C'est pourquoi tout le monde fuit aujourd'hui ce corps pour aller vers d'autres départements. Et depuis le début de cette crise, le Premier ministre, dès sa prise de fonction, a joué un rôle très nocif et continue d'ailleurs à jouer, n'est-ce pas? Il incarne une institution, n'est-ce pas? Et cette institution, je veux parler de ses attributions en tant que garant du dialogue social dans des situations comme ça, mais avec ses dérives, nous enregistrons des dérives dans ses communications, comme quand il est parti à des choses auprès du chef traditionnel, il a tenu des propos sur le Kuntigi de la Basse-Côte. Voilà ce que nous avons condamné. Il a dit au Kuntigi de conseiller son jeune frère Souma pour éviter d'étouffer le gouvernement, l'État. Moi, je pense que en tant que Premier ministre, en tant que chef du dialogue social, il doit avoir la pédagogie pour communiquer, pour faire revenir les syndicats. Le SLEG a la raison. Le SLEG a la raison. Mais le Premier ministre est le garant aussi du dialogue social. Donc toutes les stratégies, il me semble que toutes les stratégies aussi sont opportunes et très bien aussi pour pouvoir au moins avancer. Mais je pense que les menaces ne sont pas les bienvenues dans ce sens. Je reconnais il a dit dans un média de la place que ce n'était pas des menaces mais juste une mise en garde pour pouvoir au moins le ramener à la raison. Mon cher Oscar, je reconnais en tant que Premier ministre, il doit assurer la continuité du service public. Naturellement. Ça c'est son rôle régalien. D'accord. N'est-ce pas? Mais il n'est pas du tout normal qu'un Premier ministre tienne des propos de menace à l'encontre de ces syndicalistes qui sont dans leur plein droit. Puisque la grève est un droit qui est fondamentalement reconnu par notre Constitution. Oui. Donc, en aucun cas, on ne peut les menacer ou les intimider. Voilà. Alors, moi, je pense que... Par rapport maintenant à la situation de cette grève des syndicats, bon nombre d'observateurs pensent que le problème a été mal posé dans la mesure où, à l'obtention déjà des 40% que les syndicats pensent que c'était un acquis... que le SLEG était trop... C'était trop juste? Non, bon, trop juste, c'est trop dire, mais le problème a été mal posé dans la mesure où ils viennent à peine de recevoir, en tout cas, ces 40%. Déjà, c'était une victoire pour eux. Alors, à quelques mois déjà, on demande plus maintenant une question d'indice, mais déjà, on propose un montant
comme salaire de base pour tous les enseignants, sans tenir compte. N'oubliez pas je voudrais vous rappeler, M. Macky Sall, je voudrais placer 2 mots justes. C'est que je voudrais vous dire que quelque part on dit prime de, par exemple, prime de logement dans leur tout ce qu'ils ont obtenu dans prime de logement. Il paraît que l'enseignant guinéen ne reçoit que 99 000 francs guinéens. Au lieu de tenir compte de ces petits détails, on dit bon, maintenant nous voulons 8 millions à discuter. Donc c'est raison pour laquelle bon nombre de docteurs pensent que le problème a été mal posé. Moi je reviens encore, peut-être si vous me permettez. Je vais reposer ma question autrement. Monsieur Doucouré, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a au moins quand même une dose de mauvaise foi de la part du SLEG à partir du moment où le gouvernement a demandé une trêve, c'est-à-dire que les enseignants aillent donner les cours et que les négociations continuent. Oui. Est-ce que si le SLEG refuse cela aussi, est-ce que c'est pas intentionnellement qu'ils sont en train de sacrifier l'avenir des enfants? Je voudrais vous dire que tout ce problème résume, comme on appelle, à l'État, au gouvernement. C'est ça la vérité. Le SLEG n'a pas été catégorique sur les 8 millions. Naturellement, sous maladie. Mais leur stratégie de communication, c'est d'intoxiquer nos populations pour dire que non, le SLEG exige les 8 millions. Le SLEG ne l'a jamais dit. Et je vous rappelle, depuis la première grève, c'est la même plateforme de revendication. Il n'y avait pas seulement que les 40%, l'augmentation des 40%, il n'y en avait pas que ça. Il y avait effectivement les 8 millions. Mais le gouvernement avait dit dans l'accord précédent qu'ils vont d'abord payer les 40% et au mois de mai d'ouvrir un couloir de discussion sur les 8 millions. D'accord. Toujours dans la même lancée, c'est-à-dire que la rencontre d'aujourd'hui entre le SLEG et, la partie gouvernementale, nous allons écouter Omar Tounkara qui est le premier vice-président du SLEG. Le SLEG, conscient de l'importance de l'école dans la vie d'une nation, conscient de l'enjeu et des effets collatéraux liés à cette grève qui commence à prendre du temps, nous demandons au président de l'Assemblée nationale, à la première dame de la République, au président du Conseil économique et social, aux 4 coordinations de la Basse-Côte, de la Haute-Guinée, de la Moyenne-Guinée, de la Guinée forestière, aux médiateurs de la République, aux conseillers personnels du chef de l'État, aux signataires du protocole du 13 mars 2018, aux femmes de la Mano Riva Union, à l'association des étudiants et élèves de Guinée, à la FEGIPAWE, Fédération guinéenne des parents d'élèves amis de l'école guinéenne, aux journalistes, à tous les hommes de bonne foi, aux conseillers connus et anonymes du chef de l'État, de s'associer au bureau exécutif national du SLEG pour demander au président de la République, en tant que garant de la paix, de la justice, du développement et père de la nation guinéenne, de bien vouloir s'impliquer personnellement pour trouver quelque chose des 8 millions du SLEG afin que les enfants reprennent le chemin de l'école. Ce que la Guinée possède, Sabari FM vous le révèle. Alors, chers confrères, monsieur Doucouré, nous venons d'écouter le premier vice-président du SLEG, monsieur Omar Tounkara. Est-ce que vous pensez que c'est un plaidoyer? Oui, en écoutant même cette déclaration, vous vous rendez compte que le SLEG a bel et bien la volonté d'aller à la table de négociation. Donc, le SLEG ne demande qu'une augmentation substantielle. Substantielle, justement, ils ont été clairs, ils disent nous demandons la négociation sur les 8 millions. Le SLEG n'exige pas absolument ces 8 millions. Alors, est-ce qu'on peut dire que le gouvernement a une mauvaise volonté de ne pas vraiment souscrire à ça? Oui, justement. Le gouvernement a même fait boycotter le dialogue, la rencontre avec le SLEG. Je crois à ce niveau, à entendre M. Tounkara tout de suite, comme vous l'avez dit, c'est une plaidoirie, bien sûr. On sent également que le SLEG a le dos au mur, moralement affecté. Au mur, parce que déjà il y a des paramètres qu'il ne faut pas franchement négliger. D'abord, je crois le chargé de communication de SLEG a essayé de numérer un peu dans sa communication. Il y a des élèves aujourd'hui qui ont hâte de retrouver leur salle de classe. Également, vous verrez, peut-être il y a encore une floraison des établissements privés dans notre pays. Vous savez très bien que ces enseignants-là ne sont pas payés pendant cette période de vacances. Donc déjà, ils ont hâte, ils ont des familles, donc ils veulent aller dans les salles de classe pour au moins gagner quelque chose. Donc déjà, ce sont ces deux types de pression
que le SLEG a aujourd'hui. Et il ne faut jamais négliger également l'intervention peut-être du Kuntigi de la Basse-Côte, qui est aussi une personnalité morale, franchement, qui pourra avoir une influence à M. Souma. Et aujourd'hui, nous avons vu dans la capitale guinéenne, je ne parle pas peut-être de l'intérieur, mais aujourd'hui, les élèves étaient beaucoup mobilisés aujourd'hui dans des établissements, en tout cas en haute banlieue. Sauf qu'il n'y a pas d'enseignants. Il n'y a pas eu d'enseignants. De part et d'autre, il faut le dire. On peut remarquer Il faut dans relativiser la déclaration il faut relativiser un peu. D'accord. Une courte pause. On revient dans ce studio. Écoutez-moi. Écoutez tous. Bien que nous ne soyons pas dans la même pièce, vous me voyez et vous m'entendez distinctement. Regardez bien. Est-ce que j'ai l'air d'avoir peur? Est-ce que je semble nerveux? Est-ce que je transpire? Est-ce que je bafouille? Est-ce que je cherche mes mots? Est-ce que ma voix tremble quand je vous parle? Sabari FM, la radio qui vous parle. Sabari FM 97.3. Retour donc dans ce studio et dans ce débat pour directement enchaîner avec monsieur Doucouré Ibrahima. Il est le président du mouvement citoyen pour la République, MCR. Monsieur Doucouré, parce que je ne sais pas si votre, ce mouvement est bien connu en Guinée. Oui, le mouvement est un peu connu, puisque... Connu, il est né quand? Voilà. Le gouvernement est une chose, j'allais dire le gouvernement. Le mouvement. Ce mouvement MCR, le mouvement citoyen pour la République, est né en 2015, après les élections présidentielles. Qu'est-ce qui a motivé cette création, la motivation? La motivation réelle, c'est que nous avons observé la vie publique guinéenne, notamment les questions sociales, économiques, politiques, environnementales. En tenant compte de beaucoup d'analyses que nous avons faites, on a su qu'il y a un grand vide. Il y a un grand vide aussi dans cet espace société civile et qu'il faut essayer d'apporter des solutions, de proposer des solutions. Alors, il était question qu'on initie des rencontres, voire des consultations citoyennes pour pouvoir mettre en place cette plateforme appelé Mouvement citoyen pour la République, justement de renforcer cette entité aujourd'hui qui est décriée par les Guinéens qu'on appelle la société civile, et vous le savez. Alors, c'est pourquoi on a demandé, dans un premier temps, d'aller vers les citoyens, leur expliquer les défis réels du pays, les défis auxquels nous sommes confrontés, les défis liés à la santé, à l'éducation, à l'environnement. D'accord. Aujourd'hui, la Guinée est affectée, disons, nos institutions, sur le plan social, sur le plan politique, il y a des remous un peu partout. Et qu'est-ce que votre mouvement est en train de faire ou a fait pour vraiment chercher à désamorcer cette crise? Oui, j'allais dire tantôt que nous sommes en crise institutionnelle. La crise institutionnelle se sent partout. Vous avez haussé le ton? Partout, bien sûr, partout. Tant au niveau du gouvernement, tant au niveau de la société civile, au niveau de l'opposition, voire même des syndicats, n'est-ce pas? Et quand vous prenez l'opposition, il y a ce qu'on appelle une lutte d'intérêt, c'est-à-dire qui est parfois contre la volonté populaire, qui est parfois contre l'intérêt national. Il y a, si vous prenez aussi le gouvernement, il y a une dérive totale, une déresponsabilisation totale. Et la preuve, c'est cette crise que nous traversons, la crise des enseignants. Ensuite, la société civile, elle est complètement divisée, et ce qui fait aujourd'hui qu'elle affaiblit. J'allais y arriver, mais est-ce que on qualifie souvent la société civile guinéenne comme des sapeurs-pompiers, c'est-à-dire que c'est après l'incendie qu'ils viennent. Ou bien le médecin après la mort. Voilà, jusqu'à présent il y a la crise, c'est vrai, mais la société civile guinéenne, dans son entièreté, a du mal vraiment à hausser le ton, ou en tout cas à se faire entendre. Non, la société civile... Est-ce que c'est à cause de cette division dont vous parlez? C'est justement, vous savez, dans une entité donnée, lorsqu'il y a une division, lorsqu'il y a une guerre d'intérêts, lorsqu'il y a aussi de l'animosité, ça nous empêche à s'afficher, à s'affirmer. Et ce qui manque aujourd'hui, la visibilité, la lisibilité de cette société civile aux yeux de nos populations. Elle est divisée de telle sorte que nous ne sommes pas unis
en prenant un certain nombre de décisions. C'est vrai, la société civile ne résume pas une seule organisation. Nous avons plusieurs organisations, mais nous avons le même objectif. Cet objectif, c'est quoi? C'est de promouvoir et défendre l'intérêt national. D'accord. Défendre et promouvoir peut-être l'intérêt national. Monsieur Doucouré, nous avons constaté peut-être une tranche peut-être de cette société civile avait entamé à un moment donné des démarches, si vous voulez, négociation peut-être par rapport au problème qui sévissait au niveau de la Cour constitutionnelle, qui n'a pas abouti. Et il y a encore tant d'autres problèmes que la société civile guinéenne a essayé au moins de résoudre et sans arriver au bout du souffle, sans au moins gagner gain de cause. Aujourd'hui, est-ce que pouvons-nous croire que la société civile est éclaboussée et éliminée, vous voulez même dire effacée par les partis politiques aujourd'hui en Guinée? Sur cette question, je voudrais vous rappeler globalement le rôle et la responsabilité de la société civile. Nous avons 3 rôles principaux. Le premier, c'est le rôle de l'alerte. Et au-delà de l'alerte, nous avons la sensibilisation et puis les propositions. C'est-à-dire, nous analysons concrètement les situations et nous essayons de proposer des solutions de sortie de crise. Nous l'avons fait. Et lorsque la Cour constitutionnelle a été ébranlée par cette crise, et notamment la destitution du président de la Cour, nous avons initié des rencontres, nous avons initié des médiations, mais il y a des organisations qui ont pensé que vous aviez un intérêt caché. Il y a des organisations qui ont pensé qu'il faut aller à la vitesse supérieure, organiser le sitting. Nous sommes restés fidèles à la charte qui régit aujourd'hui la société civile. D'accord. Dans n'importe quelle crise, n'importe quel conflit, les organisations de la société civile ont une première obligation, c'est de tenter la piste des négociations et des médiations. D'accord. Monsieur Doucouré, on est pratiquement pris par l'OTAN. Boura, excuse-moi, on est pratiquement pris par l'OTAN. Qu'est-ce que comptez-vous faire dans les prochains jours pour vraiment chercher à vous impliquer, non seulement dans cette crise syndicale, mais aussi politique? Vous avez vu ce qui s'est passé hier à Kindia, et tout cela, je crois, doit interpeller la société civile. Mais je vais vous dire que nous sommes pleinement impliqués dans tout ce qui se passe. On fait des déclarations, on passe dans les médias, et on communique, on rencontre des citoyens, ces décideurs publics ou les concernés. Nous le faisons. Ce que nous devons relever comme défi, c'est d'assainir cet espace public aujourd'hui. D'assainir cet espace public par un certain nombre de morales et aussi par un certain nombre de vertus. C'est ça la vérité, puisque le code de la société civile exige la morale. Exige la morale, exige comment on appelle la foi aux valeurs de la République. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Donc je crois, le défi pour tous les Guinéens, c'est de trouver vraiment des mouvements ou des associations qui pourront travailler dans l'amélioration de leurs conditions de vie. Ce que la Guinée possède, Sabari FM vous le révèle.